partager ce moment avec vous. Mon sujet, alors je ne suis pas du tout un spécialiste de Giovanni della Grossa parce que je travaille sur le haut Moyen-Âge et donc mon sujet était au-delà du mythe d'Ugo Colonna, la Méditerranée occidentale au temps carolingien. À vrai dire, le sujet est extrêmement vaste, à tel point que j'avais préparé 2 communications au départ, ne sachant pas trop laquelle j'allais vous préparer. La première était la représentation du haut Moyen-Âge de Giovanni della Grossa, et la deuxième étant plutôt un point sur la Méditerranée occidentale à cette époque. Et donc je vais rester plus sobre et je vais faire donc celle-ci, le point sur la Méditerranée occidentale à l'époque carolingienne, d'après ce qu'on en sait aujourd'hui, même si à certains moments je vais évidemment émettre quelques considérations sur le texte de Giovanni. Le sujet est un sujet insaisissable. Pourquoi? Parce que d'un point de vue historiographique, déjà, il a fait l'objet d'abondantes considérations. Et puis, c'est un sujet avec un fort enjeu mémoriel à notre époque, comme d'ailleurs à l'époque de Giovanni della Grossa. Et c'est une période fondatrice, vue comme fondatrice en tout cas de l'histoire non seulement de la Corse, mais d'une grande partie de la Méditerranée, puisqu'en fait, on est au début, ou à la fin, c'est long, mais on est dans ce que j'appellerais la transition méditerranéenne, qui voit la Méditerranée, qui était auparavant un carrefour antique, se transformer en frontière, se fragmenter, et évidemment, pour beaucoup d'identités méditerranéennes, cette période est donc vue comme fondatrice. Dans le cas de notre sujet, évidemment, il est difficile d'échapper à l'ombre d'Henri Pirenne quand on traite un sujet sur la Méditerranée occidentale, et notamment sur les îles. Henri Pirenne déclare en 1922, ou plutôt écrit en 1922, dans un article publié dans la revue belge de philologie et d'histoire. Donc son article s'appelle Mahomet et Charlemagne, et il écrit « Sans l'islam, l'empire franc n'aurait probablement jamais existé, et Charlemagne, sans Mahomet, serait probablement inconsolable. » Évidemment, la thèse d'Henri Pirenne a fait couler beaucoup d'encre. Des heures n'y suffirait pas pour trancher ce sujet. Moi, je voudrais juste vous exposer ces 2 arguments principaux en quelques minutes. Premier argument, l'idée d'Henri Pirenne, qui s'appuie sur l'archéologie, c'est de dire que le monde antique a résisté aux invasions barbares, aux soi-disant invasions barbares, notamment en ce qui concerne la Méditerranée. Il a travaillé à partir des apports d'un Autrichien qui s'appelle Alphonse Deutsch, pour voir qu'il n'y avait pas de rupture matérielle majeure entre le 4e et le 6e siècle en Méditerranée. Donc il remet en cause cette césure traditionnelle. Deuxième argument, il est obligé de chercher un responsable donc pour cette transition méditerranéenne et pour la fermeture de cette Méditerranée aux échanges et pour apporter une rupture. Et le responsable qu'il a trouvé, c'est l'islam. Donc pour Henri Pirenne, l'islam est responsable de la fermeture de la Méditerranée. Il écrit par exemple Marseille est mort dans son livre posthume Mahomet et Charlemagne. L'article dont je vous ai parlé date de 22. Ce livre-là, en fait, a été publié en 37. Pirenne lui-même donc est mort en 35. Donc l'affrontement avec les Sarrasins pour Pirenne est quelque chose d'absolument fondamental qui explique le basculement de la Méditerranée vers le Moyen-Âge. Et de façon presque un petit peu ironique, on pourrait dire que ça m'a fait penser finalement à une phrase de Giovanni della Grossa quand il déclare « Fu dopo i Romani la Corsica lungo tempo combattuta da Saraceni ». Et donc, en fait, pour Pirenne aussi, pour Giovanni aussi, c'est les Sarrasins qui mettent un terme à l'Antiquité, Fu dopo i Romani, qui mettent un terme à l'Antiquité en Corse. Alors évidemment, nous on va voir ce qu'il en est, et comme souvent en histoire, on arrive généralement à la conclusion que les choses sont plus compliquées que ce que l'on croit. Néanmoins, évidemment, après Giovanni, d'autres historiens se sont intéressés à la Corse au Moyen-Âge, et notamment, j'ai trouvé un livre donc, de Xavier Poli, la Corse dans l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge. Et là, il déclare donc la chronique, alors la phrase complète, c'est à peine si, dans la chronique de Giovanni della Grossa, il écrit en 1907, nous pouvons trouver quelques traces de vérité historique noyées dans un fatras inextricable d'anachronisme et d'interpolations grossières. Je crois néanmoins qu'un fond de vérité peut émerger de ce flot boueux de fiction poétique. Donc la langue est imagée. C'est assez. Alors, vous voyez, donc la Corse dans l'Antiquité et le Moyen-Âge, des origines à l'expulsion des Sarrasins, c'est assez savoureux de voir que Xavier Poli, justement, critique les approximations de Giovanni della Grossa et situe lui-même la fin du Moyen-Âge à l'expulsion des Sarrasins, puisque l'occupation elle-même des Sarrasins en Corse fait l'objet de débats et de très nombreuses incertitudes.
Néanmoins, nous, ce que nous pouvons dire en préambule par rapport à cette communication, c'est que il est difficile, évidemment, pour l'historien du Haut-Moyen-Âge de se servir de Giovanni della Grossa. On trouve des éléments épars issus de sources carolingiennes notamment, et Vanina en a très bien parlé ce matin, notamment par rapport à l'expédition de Boniface de Toscane. On trouve des extrapolations. Néanmoins, on peut aussi trouver des traces, notamment, puisqu'on a les mêmes sources, de la Méditerranée alto-médiévale des chercheurs d'aujourd'hui. Dans le texte de Giovanni, on voit qu'on a bu justement à la même source. Globalement, cette mer, qui avait été le cœur donc, de la Méditerranée auparavant, devient une frontière à ce moment-là, donc on est au 8e, au 9e siècle, une frontière, un front avec l'expansion islamique notamment. Et alors, est-ce qu'elle est une frontière? Est-ce qu'elle est un front? Est-ce qu'elle est une interface? Là encore, c'est un débat qui est assez difficile à trancher et qui est agrémenté de considérations politiques actuelles encore présentes qui gênent son examen de façon sereine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est à la fin du Mare Nostrum, qu'on a du côté des Francs aussi une fascination, donc je m'intéresse aux Francs puisqu'on parle de Méditerranée au temps carolingien, une fascination pour cet espace, puisqu'ils vont même finir par considérer que la Corse fait partie de leur domaine à défendre, une fascination pour cet espace et une expansion qui en découle vers cet espace. Or, si cette Méditerranée était devenue répulsive, comme le montrait Henri Pirenne, pourquoi donc les Francs auraient cherché à s'implanter sur ces rivages? Néanmoins, loin de moi l'idée de contredire le fait que la Méditerranée du Moyen-Âge traverse des crises importantes. Alors, on n'est plus dans le Mare Nostrum. Est-ce qu'on ne serait pas dans la mer de l'autre, en fait, dorénavant? Cette mer qui était le ciment d'une identité, est-ce qu'elle ne devient pas finalement un théâtre d'opposition entre identités différentes? Je propose de commencer ce petit exposé au travers, parce que je suis obligé d'aborder que certains thèmes puisque la question est vaste, mais au travers des échanges par exemple. Ce qui est assez frappant, c'est qu'évidemment, cette question qui est majeure pour les historiens actuels est totalement passée sous silence pour Giovanni, qui ne s'intéresse pas aux flux commerciaux en Méditerranée à l'époque carolingienne. Dans l'histoire qu'il dresse, qui est une histoire essentiellement aristocratique et guerrière, qui a des caractères providentiels aussi, il est probable que les considérations d'ordre économique auraient été sans doute vulgaires. Néanmoins, pour nous, ce qu'on peut relever, c'est que l'enjeu économique reste important. Au Moyen-Âge, on a des tas d'éléments qui tendent à le prouver, en dépit de ce que disait Henri Pirenne justement dans Mahomet et Charlemagne. Alors, ça prendrait des heures évidemment de relever toutes les occurrences, mais à titre d'exemple, on peut parler par exemple de Théodule d'Orléans. Théodule d'Orléans qui est un missus dominicus, envoyé, donc un envoyé du roi, envoyé du palais par Charlemagne à l'époque, enfin 2 ans avant qu'il devienne empereur, en 798. Théodulphe est envoyé pour inspecter les ports en Septimanie, donc Narbonne, et en Provence, donc Marseille. Et Théodulphe livre une énumération totalement frappante de ce qu'il trouve à Marseille. Il parle par exemple de textiles sarrasins qui arrivent sur le port, il parle de cuir de Cordoue qu'on y retrouve, et il parle aussi, et je cite, d'un nombre abondant de précieuses pièces d'or gravées en caractères arabes. D'où mon illustration ici. En réalité, il est assez clair que, évidemment, si les volumes commerciaux sont bien inférieurs à ce que l'on connaissait sous l'Antiquité, les trafics continuent à traverser la Méditerranée occidentale et orientale naturellement. On échange, alors je mélange les importations et les exportations, mais dans le terme des exportations notamment, on exporte, le monde franc exporte des lames, donc des épées, mais souvent elles sont exportées sous forme de lames uniquement et on les dote d'une garde et d'une poignée dans le monde musulman. On exporte donc des lames à destination de la Grèce et du Proche-Orient. On exporte des esclaves qui sont capturés en Europe de l'Est. C'est à ce moment-là qu'en latin le mot servus disparaît au profit du mot slavus pour dire esclave, donc les Slaves. Ces Slaves, ils transitent par la Francie du Nord, par Verdun, et ils sont exportés donc au départ du port de Marseille, du port de Venise, quelquefois à Valence. Alors à Verdun et à Valence, apparemment, on a des ateliers de castration parce que les eunuques se vendent plus cher que les esclaves masculins entiers. Et en termes d'importation, on trouve aussi de l'encens, du papyrus, des épices, du mastic, des peaux. Et là encore,
on n'a pas d'épave, c'est une des grandes questions, on n'a pas d'épave maritime, donc d'épave de navire, je dirais, qui serait remplie de ces produits en abondance sur les côtes méditerranéennes. Si je dis qu'on trouve de l'encens et de la soie, par exemple, et donc qui est importé de l'Orient, c'est parce que dans les inventaires carolingiens et dans les capitulaires carolingiens, on a des références à ces produits. Par exemple, un capitulaire de Louis le Pieux, repris sous Charles le Chauve, qui demande que chaque évêque dans sa ville ait de la soie et de l'encens pour pouvoir dire l'office dans des conditions propices. Donc c'est que cette soie et cet encens arrivaient. Les ateliers monétaires qui sont ici, vous voyez cette carte, ce sont les ateliers monétaires. On voit bien qu'on a une France du Nord, dirigée vers la mer du Nord et vers la Manche, bien sûr, et c'était la thèse d'Henri Pirenne, mais Henri Pirenne est resté totalement aveugle à ces ateliers qui sont là aussi et qui sont actifs. Donc Arles, Marseille, Avignon, Vienne, tout ça c'est le système du Rhône rhodanien et méditerranéen. On en a ici en Italie du Nord aussi qui ont pour but de commercer donc, avec l'Est. L'autre grande question, alors juste pour synthétiser en une phrase, les échanges, ils existent, ils sont très difficiles à évaluer en termes quantitatifs. En tant qu'historien haut médiéviste, on est beaucoup plus malheureux que nos collègues antiquisants, on a beaucoup moins de matériel, et les textes s'y intéressent assez peu, vu que la culture devient essentiellement aristocratique au début du Moyen-Âge. Néanmoins, donc, on a des occurrences, on sait qu'ils existent, et il reste à évaluer maintenant. En termes de la représentation des conflits avec les Sarrasins, il importe de dégager cette préoccupation de son aspect légendaire et mémoriel. Quand on s'intéresse à la chronologie, on s'aperçoit qu'il y a des poussées dans nos sources et des silences. On a une première poussée que je n'ai pas représentée ici parce qu'elle déborde de ma période, mais nous en parlions tout à l'heure, madame, justement c'est le début du 8e siècle, donc les années 700-710 jusqu'en 742 à peu près. De 742 à 798, on a un silence total des sources sur les raids morts et sarrasins. Alors sur cette carte que j'ai faite, j'ai représenté à l'aide de carrés les raids attribués à ceux que les sources appellent les Maures, et avec des ronds à ceux que les sources appellent les Sarrasins, Saraceni et Maori. On n'a pas de dénomination religieuse pour ces peuples qui attaquent donc ces zones. Le terme de païen n'est pas encore visible dans les sources à cette époque. Le terme évidemment de musulman est inconnu. L'existence du Coran est inconnue d'après nos sources. Et on est face à une altérité. Les chroniqueurs se rendent bien compte que ces peuples ne sont pas des peuples habituels qu'ils ont l'habitude de croiser. Ils viennent du sud et on les appelle de leur dénomination antique. Maoris sont les habitants d'Afrique du Nord, les Maures de Mauritanie, donc des noms des provinces romaines, et Sarakeni, c'est un terme dont l'origine est discutable, qui désigne les Arabes, et notamment l'expansion arabe poussant à partir de l'Égypte, ayant comme base l'Égypte, d'ailleurs d'où son nom en arabe, arrivant jusqu'en Afrique. Quand je parlerai d'Afrique, je parle de la Tunisie actuelle, et là, on a des Sarrasins dans nos sources. Mais bon, cette question des raids est passionnante, parce qu'en réalité, elle est complexe. Les raids viennent du sud, donc on a... Bon, alors je fais l'impasse là dans cette communication sur les deux expéditions vikings qui ont lieu donc, au cours de cette période, qui sont un épiphénomène au regard de la Méditerranée occidentale pour les Carolingiens ici, même si évidemment c'est un gros problème pour eux en France du Nord. Et globalement, donc on a des peuples du sud, on a ces peuples qui vont s'en prendre à ces îles, et ce qui est intéressant dans nos sources, c'est qu'elles n'ont pas le même traitement dans les sources. Les Baléares et la Corse, donc ici, sont vus comme des terrains à défendre par les chroniqueurs carolingiens, et donc sont vus comme faisant partie du Regnum Francorum. Et donc à ce titre, on doit contre-attaquer. La Sardaigne est plus une marge, où on mentionne la présence d'alliés, notamment dans le texte de Boniface de Toscane. Boniface de Toscane est vu, donc c'est un conte carolingien basé à Lucca, et il est vu comme ayant des alliés à lui en Sardaigne. Ces Sardes, parfois ils amènent des présents à Louis le Pieux, notamment lors de son couronnement en 814, mais ils ne sont pas considérés comme étant des ressortissants du Regnum Francorum. La Sicile, à l'inverse, est considérée comme une île grecque, à ce moment-là, byzantine, à ce moment-là dans nos sources. Après 799, donc la situation empire en Méditerranée, la Sardaigne et la Corse sont attaquées à une large échelle
par les Maures, essentiellement les Maures, hein, vous voyez, donc ce sont des gens qui viennent d'ici et plus probablement de la côte est de Al-Andalus. Et on peut rattacher ces raids de l'expansion carolingienne à l'expansion carolingienne dans la Marca Hispanica, ce qui donnera la Catalogne par la suite, et notamment en 801, les Francs de Louis le Pieux au service de Charlemagne. Hein. Louis le Pieux n'est que même pas l'héritier à ce moment-là, mais n'est qu'un fils de Charlemagne. Les Francs donc, de Louis s'emparent de Barcelone à ce moment-là. Il est probable que donc, cette guerre qui a lieu à ce moment-là en Espagne ait des répercussions ici sur les îles qui sont pillées à leur tour. Ce qui est frappant, c'est que les raids cessent après 813. 813, c'est le moment où Charlemagne fait un traité avec l'émir d'Al-Andalus, avec Cordoue. Et évidemment, les raids, on n'entend plus parler après 813, sauf que très vite, d'autres raids reprennent, mais ce coup-ci, dans nos sources, ils sont imputés aux Sarrasins, à partir donc de 819, vous voyez, et au départ, ils touchent plutôt l'Italie du Sud. La Corse est touchée dans un second temps par des raids donc, sarrasins, probablement en provenance d'Ifriqiya, dans ce cas-là, notamment parce que souvent la Sardaigne est attaquée et la Corse dans le même mouvement, même si évidemment on avait la même chose avec les Maures, parce qu'on suppose que les Maures, on a des indices assez concordants pour penser que le trajet des navigations donc, passait par les Baléares, arrivait à la pointe de la Sardaigne d'Alghero et ensuite remontait sur la Corse à ce moment-là. Ces attaques qui ont lieu, elles posent problème parce que, évidemment, à partir après les années 830, on ne parle plus de raids sur la Corse et on se concentre sur des raids sur la côte. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de raids sur les îles? Ou est-ce que ça veut dire que comme il y a des raids sur le continent, nos scribes, qui sont des gens qui écrivent dans des abbayes germaniques carolingiennes, sont plus sensibles à ce qui se passe sur les rives du continent qu'à ce qui se passe sur les îles vues comme plus lointaines de la Méditerranée. Donc là, le débat n'est pas tranché et je ne risquerai pas à avoir une opinion donc tranchée sur ce domaine. En attendant, on a donc une multiplicité d'acteurs. On voit que ça répond à une géopolitique contemporaine assez précise, et notamment l'espace tyrrhénien, j'en parlerai un petit peu, est un espace extrêmement découpé. Dans les sources carolingiennes, on trouve beaucoup d'éléments là-dessus, et il est plus que probable que, évidemment, Giovanni de Lagros se soit inspiré de ces sources et même travaillé sur ces sources pour établir son récit. Néanmoins, on trouve des connotations qui apparaissent comme anachroniques chez Giovanni de Lagros en termes de reconquête, de récits de reconquête. Je dis qu'ils apparaissent car pour l'instant, on n'a aucune preuve archéologique, ni aucun élément textuel attestant dans nos sources contemporaines d'une occupation générale de la Corse avec comme capitale Corte par un émirat musulman qui se serait installé là avec les listes de souverains qu'on trouve notamment chez Giovanni. Donc, est-ce que lui ne se fait pas l'écho de traditions ultérieures? Est-ce qu'il n'y a pas un transfert de mémoire entre la péninsule ibérique et l'espace insulaire sous l'influence aragonaise? N'étant pas un spécialiste du Moyen-Âge tardif et n'étant pas un spécialiste de Giovanni de Lagros, je peux me contenter juste de poser la question. Mais je trouve que ce serait une exploration intéressante à mener. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces raids ne répondent pas au schéma classique du mirage de la reconquête, ces affrontements, puisqu'on a beaucoup d'intérêts transfrontaliers dans le même temps. Par exemple, en 830, le prince de Bénévent décide d'attaquer Naples, dans le cadre d'une guerre civile en Bénévent où Salerne et Naples s'affrontent aussi, et Naples va chercher du secours, et Naples trouve du secours, donc on trouve ça dans la geste des évêques de Naples, Naples trouve du secours non pas auprès des Byzantins dont ils ressortissent théoriquement, mais trouve du secours auprès des Arlabides de Sicile, donc des marins sarrasins qui vont aider Naples contre Bénévent. Donc déjà, premier élément. Deuxième élément, pardon, en 846, après la destruction de Saint-Pierre du Vatican et de Saint-Paul-hors-les-Murs par des marins arlabides, dont d'ailleurs le fils de Boniface avait signalé l'approche au pape, donc en 846, une flotte remonte ici et puis va incendier les zones qui sont à l'extérieur des murs de Rome. Ces marins, alors on a une source concordante dans le Liber Pontificalis et dans la geste des évêques de Naples, ces marins trouvent un abri sûr et un refuge dans le port de Naples, où ils peuvent vendre leur butin, etc. Donc,
on n'est pas dans le schéma d'affrontement ou de choc des civilisations, pour prendre un terme anachronique, qu'on pourrait déceler avec nos yeux contemporains quand on lit la chronique. Évidemment, la situation est compliquée. Les éléments sont très nombreux. Hein. On trouve la même chose en Espagne, par exemple, où un Wisigoth du nom de Aizon en 826 se révolte contre Louis le Pieux, et ce Wisigoth, donc, qui est chrétien au nord de l'Espagne, va chercher un refuge auprès des Andalous musulmans. À ce moment-là. Donc, on a pas mal d'occurrences de solidarité transfrontalière. Ce qui m'amène finalement à me demander l'intérêt de cette Méditerranée pour nos Carolingiens. C'est un espace complexe, hein, c'est un Orient compliqué, on pourrait dire, un Sud compliqué pour eux, même si c'est un Sud qui ouvre sur l'Orient. Et finalement, la valeur de cette Méditerranée, puisque j'arrive au dernier tiers de ma présentation, la valeur de cette Méditerranée est une valeur qui apparaît à bien des égards mémoriels. Si je dégage deux thèmes principaux, dans nos sources carolingiennes, le domaine religieux est souvent mis en avant, pas seulement dans nos sources carolingiennes. Là, j'ai mis cette pièce de monnaie-là parce qu'évidemment, elle synthétise à la fois l'héritage impérial antique et l'héritage chrétien. On a donc la représentation d'une église, d'un temple avec l'inscription religion chrétienne autour, et puis évidemment le profil de Charlemagne en empereur antique. Lui, il se voyait en empereur contemporain, bien sûr, hein, puisqu'il n'y a pas d'antiquité à ce moment-là. Et évidemment, cette dimension chrétienne, on aurait tort de la limiter à la simple présence de Rome. Avant même que Rome ne revendique sa prééminence sur la chrétienté latine sous l'influence de Grégoire le Grand au 7e siècle, c'est évidemment par la Méditerranée que s'est diffusé le christianisme en Europe de l'Ouest, et les Francs, qui sont donc christianisés depuis longtemps à l'époque de Charlemagne, savent bien d'où vient leur influence culturelle. Une abbaye, par exemple, comme celle de Lérins, avait été fondamentale, et la localisation méditerranéenne évidemment importante, dans la diffusion notamment de l'héritage de Saint-Augustin, un autre méditerranéen d'ailleurs. Charlemagne, qui ne savait évidemment même pas à peine écrire son prénom, se faisait lire Saint-Augustin quotidiennement, enfin régulièrement, d'après ce que nous raconte Éginard dans sa vie du souverain. Les abbayes méditerranéennes rayonnent le long des grands axes de communication, et si on a insisté à juste titre pour la période carolingienne sur l'influence des moines irlandais, qui est patente en Europe du Nord, on aurait tort de minimiser l'influence du christianisme méditerranéen dans la formation de cette Europe qui n'est pas encore médiévale au sens classique, mais qui va le devenir. D'autre part, Rome est évidemment un protectorat carolingien majeur. Et évidemment, Rome, c'est le point central de cette conscience chrétienne. On a parlé, moi-même je parlais de protectorat, mais en fait je pense qu'on devrait réévaluer l'expression en parlant de double protectorat. C'est-à-dire que Charlemagne offre un protectorat temporel à Rome, et toute l'ambiguïté vient du fait que, justement, c'est cette ambiguïté qui va provoquer les conflits avec l'Empire pendant des siècles. Rome offre, elle, un protectorat spirituel à l'Empire. Et évidemment, à partir des années 750, cette alliance carolingienne avec Rome s'affirme. Cette alliance est essentielle pour comprendre les démarches entreprises par les souverains carolingiens, car c'est uniquement cette alliance qui permet de faire accepter à l'élite gauloise et à l'aristocratie franque l'usurpation du titre royal dont s'est rendu coupable Pépin le Bref, avec donc la bénédiction pontificale dans les années 750. Et évidemment, la consolidation de cette légitimité chrétienne au détriment de l'ancienne légitimité traditionnelle d'inspiration païenne qui était celle des Mérovingiens est essentielle pour ces Carolingiens. Et donc, cet échange de protectorat permet aux Carolingiens d'affirmer leur puissance en Gaule. Elle est indispensable, enfin, elle nécessite de façon indispensable une expansion méditerranéenne jusqu'aux portes de Rome. Il faut pouvoir protéger Rome, puisque c'est bien l'objet du marché. Et évidemment, elle va permettre d'intégrer, de faire accepter à des populations chrétiennes latines l'intégration au Regnum Francorum, puisque dorénavant, il est sanctifié par le pape. Ce qui m'amène justement à parler de l'éclat impérial et donc de la dimension purement politique du principat de Charlemagne, qui est fondamentale, là encore, qui est une continuité logique finalement de son expansion, une continuité logique de son protectorat. Évidemment,
évidemment, il est bien connu que la proclamation impériale se fait alors que Charlemagne est venu protéger physiquement le pape Léon III donc, en 800, en but au conflit romain. En réalité, ce qui est peut-être intéressant aussi, c'est de voir que c'est justement cette proclamation impériale qui entraîne la compétition, un conflit mémoriel, je dirais, autour de la captation de l'héritage, qui entraîne cette confrontation avec une autre entité régionale qui est bien sûr l'Empire de Constantinople, l'Empire romain d'Orient. Pour l'Empire romain d'Orient, l'irruption de ces Germains illettrés, dans le cas de Charlemagne, n'allait pas de soi en Italie du Nord, et évidemment justifie un affrontement armé, ce qui me paraît fondamental pour comprendre les motivations carolingiennes en Méditerranée, c'est justement le traité de paix. La guerre éclate en 805, le traité de paix a lieu en 812 avec Aix-la-Chapelle, et ce qui est très intéressant, c'est de remarquer que les Francs qui avaient réalisé des gains territoriaux au début de la guerre, notamment par le fils de Charlemagne, Pépin d'Italie, ces Francs vont troquer sans difficulté, vont rendre sans difficulté les territoires qu'ils avaient pris aux Byzantins, donc au Basileus Michel Ier, en échange d'une reconnaissance officielle du titre d'empereur pour Charlemagne. Donc on voit bien que ce qui compte en Méditerranée, c'est pas tant de contrôler les territoires effectifs, de contrôler effectivement plutôt, je devrais dire, les territoires, mais c'est bien une dimension d'héritage, de part d'héritage symbolique. Et d'ailleurs, à la fin au cours d'une lettre qui suit ce traité, Charles donc s'adresse au Basileus Michel Ier et il exprime sa satisfaction, je cite, que la paix soit retournée, que la paix soit revenue entre l'Empire de l'Est et l'Empire de l'Ouest. Donc on a la volonté d'affirmer une égalité entre les deux. Évidemment, à l'échelle continentale, ce qui paraît fondamental, c'est de voir que cette expansion méditerranéenne va déclencher un défi idéologique pour ces Carolingiens, puisque l'Empire ne peut plus être défini comme le royaume des seuls Francs, tel qu'il se définissait avant. Les Dregum Francorum, pendant un temps, il se présentait, Charlemagne, comme roi des Francs et des Lombards. Mais cette expansion s'enracinant en Méditerranée, les liens se tissant avec le pape, la marche visigothique étant conquise, on va commencer à développer une autre idée que ce royaume des Francs et des Lombards. On va commencer à développer donc l'idée de l'Imperium Christianum, qui se développe à ce moment-là, qui a l'avantage de proposer l'universalité religieuse et qui a l'avantage, à l'échelle de l'Empire, hein, j'entends, et qui évidemment déclenche dans l'Empire la montée d'aspects de plus en plus théocratiques. C'est rendu possible donc, par l'intégration de cette culture méditerranéenne fondamentale, et c'est ce qui permet à Agobard, l'évêque de Lyon, en 830, de déclarer, donc 830 au cours de la première partie du règne de Louis le Pieux, il n'y a désormais plus d'Aquitains, plus de Lombards, plus de Burgondes, plus d'Alamans, plus d'esclaves et plus d'hommes libres, tous ne font qu'un dans le Christ. Donc évidemment c'est un programme, mais on voit bien l'universalité qui est en train d'être défendue par une partie des élites aristocratiques, d'autant qu'Agobard, ce même Agobard était un Hispanus, c'est-à-dire un réfugié de la péninsule ibérique. Durant les décennies suivantes, précisément du fait de la fin de cet empire, la papauté romaine, puisque les décennies suivantes voient l'écroulement en fait, de ce rêve d'union impériale carolingienne avec la partition de l'empire de Louis le Pieux, et la papauté romaine va insister encore plus, va reprendre ce discours, mais en l'accentuant sur l'unité religieuse, puisque c'est devenu le seul dénominateur commun dans ces populations. Et ce qui me paraît intéressant pour finir, c'est de voir que le premier texte dont on dispose, qui témoigne de récompenses spirituelles qui seraient accordées à des guerriers qui lutteraient contre des gens venus du sud, c'est un texte, donc c'est une lettre du pape Léon IV en 853 et qui est précisément adressée à des soldats francs. Et dans cette lettre, donc on est quelques années après les pillages des abords de Rome, donc dans cette lettre, le pape déclare à ceux qui mourraient fidèlement, les royaumes célestes ne seraient en aucun moyen être refusés. Au contraire, le Tout-Puissant sait que si l'un d'entre vous venait à mourir, il mourrait pour la vérité de la foi, pour le salut de son âme, et ce qui me paraît fondamental, est la défense de la patrie chrétienne. Donc la mise en avant de cette patrie chrétienne date de ce moment-là, et non pas des premiers raids sarrasins, qui eux ont fait l'objet de contre-attaques, d'ailleurs plutôt avec une efficacité plutôt mitigée, mais par contre constante de la part des Carolingiens en ce qui concerne la Corse, à la différence de la Sardaigne.
Donc il n'y a aucun doute que dans l'esprit de ce pape Léon IV, ce qu'il appelle la patrie chrétienne, ça coïncidait peu ou prou avec les limites de cet empire carolingien unifié. Et là, on voit bien que la Méditerranée est un point central pour eux, puisque c'est la Méditerranée qui leur permet de développer ce discours. Donc, en conclusion, Pirenne s'est-il trompé? Alors, Pirenne a sans doute eu raison de voir dans les affaires méridionales le point névralgique du basculement entre deux époques concernant l'Europe. C'est vrai que cette transition méditerranéenne, qui m'intéresse, est apparemment un moment donc fondamental pour l'Europe tout entière, pas seulement l'Europe méditerranéenne. Mais Pirenne s'est focalisé sur une vision qui était peut-être influencée par celle de son époque, on est en 1920, sur une nature essentiellement belliqueuse de l'islam, et je me souviens d'un fort accrochage avec Henri Bresque il y a 6 ans à Bastia, où il m'avait dit « mais l'islam c'est la guerre, point ». Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'islam c'est la guerre, point. Néanmoins, effectivement, l'islam ils ne sont pas arrivés avec des fleurs, évidemment, sur les côtes corses, ils venaient capturer des esclaves et d'autres choses, bien sûr, du butin et du profit, c'est sûr. Mais apparemment, cette expansion musulmane n'a pas provoqué d'effondrement définitif et total. Marseille n'est pas mort au IXe siècle, contrairement à ce que déclare Pirenne. C'est facile pour nous de le dire, étant donné les apports de l'archéologie et des fouilles qui ont été entreprises notamment à Marseille. Pirenne n'avait pas cette connaissance-là, bien sûr. Il reste un historien fondateur de cette époque. Il a totalement sous-estimé l'influence classique dans la culture carolingienne. Pour lui, au contraire, les Carolingiens sont des germaniques qui se détournent de l'influence méditerranéenne. Or, c'est probablement exagéré, d'autant que Charlemagne s'est quand même fait enterrer dans un sarcophage antique. D'autre part, il considère qu'une seule raison, il cherche une seule raison dans cette transition, dans ce basculement, et pour lui, donc, ce sont les invasions musulmanes. Alors, il n'est pas très sûr de dire si Mahomet est bien indispensable à l'avènement de Charlemagne, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le caractère répulsif de la Méditerranée qui a provoqué ces changements, mais bien son caractère attractif pour les Carolingiens, qui les a amenés, qui a amené ces gens d'Europe du Nord à intégrer donc ce patrimoine antique méridional et à le diffuser vers le Nord. En conclusion, donc il n'y a pas de Méditerranée carolingienne, il n'y a pas de contrôle territorial total des Carolingiens en Méditerranée, il n'y a pas de moyens navals centraux des Carolingiens en Méditerranée, il n'y a pas d'arsenaux, il n'y a pas de politique méditerranéenne proprement dite de la part de Charlemagne, en tout cas on n'en a pas de trace, on n'a pas de marchands francs qui écraseraient par leur présence les autres acteurs économiques. Au contraire, les villes d'Italie du Nord continuent à développer leur flotte, et quand les Francs veulent intervenir en Corse, c'est à la flotte de Gênes par exemple qu'ils le demandent, comme en 806. Mais alors, si donc il n'y a pas de Méditerranée carolingienne, je pense qu'on peut quand même finir en disant qu'à l'inverse, il n'y aurait pas eu d'empire carolingien sans la Méditerranée. Merci.